Il existe une question que les ingénieurs de la NASA peinent encore à formuler correctement, non par manque de mots, mais par manque de réponse. Et cette question vient d'une sonde envoyée dans l'espace il y a près de 50 ans. Une sonde qui n'était pas supposée tenir aussi longtemps, ni s'aventurer aussi loin. Et pourtant, au moment où tu regardes ceci, elle envoie encore des données depuis un endroit où aucun objet fabriqué par l'homme n'avait jamais atteint. On parle de voyager. Ce que cette sonde capte, ce qu'elle continue de capter, ne devrait pas exister. Pas selon les lois de la physique qu'on enseigne. Pas selon les modèles que les meilleurs astrophysiciens de la planète ont mis des décennies à bâtir. Alors soit Voyager nous envoie des données corrompues, soit c'est notre compréhension de l'univers qui est défaillante. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est peut-être la remise en question la plus profonde de la physique moderne depuis Einstein. Ce n'est pas une formule exagérée, c'est ce que les données montrent. Et pour l'instant, personne ne sait quoi en faire. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur quelque chose. Quand on parle de voyageux, la plupart des gens croient en savoir de quoi il s'agit. 2 sondes lancées dans les années 70 qui ont survolé Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Des photographies magnifiques. Un disque d'or gravé de sons de la Terre. Un projet presque poétique dans sa vision de l'humanité. Techniquement, tout cela est exact. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Voyager n'a jamais été simplement un projet scientifique. C'était un pari insensé. On a lancé 2 engins de moins de 900 kg chacun, 900 kg à peine, dans une direction où personne ne savait ce qui se trouvait, en espérant qu'ils survivraient assez longtemps pour nous le dire. Et ils ont survécu. 47 ans plus tard, Voyager 1 se trouve à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. 23 milliards. Prends une seconde pour imaginer ce chiffre. La lumière, qui parcourt 300 000 km par seconde, met 22 heures et demie pour faire le trajet entre nous et cette sonde. 22 heures et demie. Et pourtant, elle nous parle encore. Un signal voyageant à la vitesse de la lumière pendant 22 heures, capté par les grandes antennes du Deep Space Network, ces immenses oreilles pointées vers le ciel que la NASA a réparties sur 3 continents. Et ce signal, fragile, distordu, incroyablement ténu, dit quelque chose que personne ne comprend vraiment. Pour saisir ce qui se passe, il faut parler d'un lieu particulier. Un lieu sans forme fixe, sans frontières nettes, sans couleur. Un lieu qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut mesurer. On l'appelle l'héliosphère. C'est l'immense bulle que notre Soleil crée autour de lui. Une bulle de vent solaire, ce flux constant de particules chargées que le Soleil éjecte en permanence, qui s'étend dans toutes les directions sur des milliards de kilomètres. Cette bulle, c'est notre maison. Pas seulement la Terre, pas seulement le système solaire. Tout cela baigne dans cette enveloppe invisible que le Soleil maintient grâce à son souffle. Pendant des décennies, les physiciens ont construit des modèles pour expliquer comment cette bulle fonctionne, comment elle interagit avec le milieu interstellaire, cet espace entre les étoiles, pas totalement vide, rempli de gaz, de poussière, de champs magnétiques extrêmement faibles mais bien réels. Ces modèles étaient précis, élégants, cohérents, jusqu'à ce que Voyager les traverse. Le 5 septembre 1977, Voyager 1 décolle depuis Cap Canaveral. Mais pas en premier. Voyager 2 avait été lancé 16 jours avant, le 20 août. Les trajectoires étaient différentes, et Voyager 1 a finalement pris de l'avance. Ce détail qu'on oublie souvent dit quelque chose sur la complexité de ces missions. Même le nom, 1 et 2, ne correspond pas à l'ordre de lancement. Peut-être anecdotique. Ou peut-être le premier indice que rien dans cette histoire n'est aussi simple qu'il y paraît. La mission initiale était prévue pour 5 ans. 5 ans pour survoler les planètes géantes du système solaire externe, prendre des photos, mesurer des champs magnétiques, analyser des atmosphères. Et puis, se perdre dans le vide.
devenir un morceau de métal silencieux, flottant pour l'éternité. Mais les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena, avaient sous-estimé deux choses: la robustesse de ce qu'ils avaient construit et leur propre curiosité. Alors quand les 5 ans ont été dépassés et que les sondes continuaient de transmettre, personne n'a eu le cœur d'éteindre les récepteurs. On a continué d'écouter. On a continué de collecter. Et lentement, sur plusieurs décennies, une image a commencé à se former. Une image qui ne ressemblait à rien de ce qu'on attendait. Voilà où ça devient vraiment intéressant. Pour expliquer la première anomalie, il faut parler du choc terminal. C'est la zone, la frontière si tu veux, où le vent solaire commence à ralentir parce qu'il rencontre la résistance du milieu interstellaire. Un peu comme une vague qui arrive sur une plage et perd progressivement son élan avant de s'effacer. Les modèles prédisaient que cette frontière se trouverait à environ 425 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. 425 fois cette distance. Voyager 1 a traversé cette frontière en 2004 à 94 unités astronomiques, 9 unités de moins que prévu. 9 fois 150 millions de kilomètres d'écart avec les modèles. Les scientifiques ont hoché la tête, ajusté leurs équations et se sont dit: les modèles ne sont jamais parfaits, c'est dans la marge d'erreur acceptable, on continue. Et puis Voyager 2 a traversé la même frontière, à 84 unités astronomiques, 10 unités de moins que Voyager 1. Même soleil, même type de vent solaire, même milieu interstellaire. 2 sondes, 2 résultats complètement différents. Là, les scientifiques ont cessé d'hocher la tête. Je veux qu'on s'arrête une seconde sur ce point, parce qu'on a tendance à le minimiser quand on lit les articles scientifiques. Les chiffres sont froids, les publications sont techniques, et on passe à côté de ce que ça signifie vraiment. Imagine que tu construises un modèle mathématique pour prédire comment une balle va rebondir contre un mur. Tu as pris en compte la vitesse, l'angle, la masse, la densité de l'air. Tu es certain de ton calcul, certain de... Et puis tu lances 2 balles identiques contre le même mur, dans les mêmes conditions. L'une rebondit à 94 cm de ta main, l'autre à 84 cm. Ce n'est pas une marge d'erreur. C'est le signe que tu as raté quelque chose de fondamental dans ta compréhension du phénomène. Et ça, c'était juste le début. En 2012, Voyager 1 franchit ce que les physiciens appellent l'héliopause, la vraie frontière, la limite absolue de l'influence de notre Soleil. Au-delà, le vent solaire ne souffle plus. Au-delà, on est dans le milieu interstellaire, dans l'espace entre les étoiles. Aucun objet humain n'avait jamais été aussi loin. Pour marquer cet instant historique, la NASA attendait des données précises. Elle savait, grâce à ses modèles, ce que Voyager devait trouver de l'autre côté. Le champ magnétique devait changer de direction. La densité des particules chargées devait s'effondrer. Et les rayons cosmiques et galactiques, ces particules à haute énergie venues d'autres étoiles, d'autres galaxies, que l'héliosphère bloque partiellement, devaient augmenter brusquement. Tout le monde attendait ces 3 signaux simultanés pour confirmer que Voyager 1 avait bien quitté l'héliosphère. Voilà ce qui s'est passé. Les rayons cosmiques ont augmenté. Les particules solaires ont diminué. Mais le champ magnétique n'a pas changé de direction. Pendant plusieurs mois, les physiciens ont refusé de déclarer officiellement que Voyager avait quitté l'héliosphère, parce que ce 3e signal manquait, parce que les modèles étaient formels. Sans changement de direction du champ magnétique, on n'est pas dans le milieu interstellaire. Et puis, en août 2012, le champ magnétique a finalement changé. Brusquement, d'un seul coup. Sauf que ce n'était pas le bon changement. Pas celui que les modèles avaient calculé. La magnitude avait augmenté, oui, mais l'orientation était différente de ce qui était prévu.
La NASA a officialisé le passage en décembre 2013. Mais en interne, des questions restaient ouvertes. De très grosses questions. Je vais te parler d'un homme. Pas parce que les figures de la science sont plus importantes que la science elle-même, mais parce que cette histoire a besoin d'un visage humain pour qu'on comprenne ce que ces données représentent vraiment en termes d'impact émotionnel et intellectuel. Don Gurnett, physicien à l'Université de l'Iowa, spécialiste des ondes plasma, l'un des cerveaux derrière l'instrument PWSS embarqué sur les 2 Voyager, le Plasma Wave Science Subsystem, un dispositif conçu pour mesurer les oscillations électriques dans le plasma interstellaire. Gurnett est l'homme qui a annoncé officiellement que Voyager 1 était entré dans le milieu interstellaire. Mais ce qu'on raconte moins, c'est comment il a réagi quand les données sont arrivées. Parce que ce qu'il a entendu, ou plutôt ce qu'il a converti en son à partir des données brutes, c'est quelque chose que personne n'avait jamais entendu auparavant. Un sifflement. Un sifflement sourd, grave, qui monte progressivement. Ce n'était pas une émission radio naturelle. Ce n'était pas une erreur de capteur. C'était une oscillation plasma, une vibration dans le tissu même du milieu interstellaire, déclenchée par une éruption solaire qui avait envoyé un choc d'énergie jusqu'à Voyager, à des milliards de kilomètres. Ce sifflement avait une fréquence d'environ 2200 Hz, ce qui permettait de calculer la densité du plasma interstellaire à cet endroit précis. Et là, les physiciens ont eu leur premier vrai frisson. Pas parce que la densité était trop haute ou trop basse, mais parce qu'elle était stable. Remarquablement, inexplicablement stable, identique à ce que d'autres mesures effectuées depuis la Terre, des années auparavant, avaient estimé. Dans un univers où tout est mouvement, turbulence, chaos quantique à petite échelle, cette stabilité était bizarre. Trop propre pour être naturelle, ou peut-être trop naturelle pour qu'on la comprenne encore. En 2019, la NASA publie une étude. Pas un communiqué de presse enthousiaste, une étude publiée dans Nature Astronomy, signée par une équipe entière de chercheurs, analysant les données de Voyager 2, qui avait franchi l'héliopause en novembre 2018 à 119 unités astronomiques du Soleil. Et cette étude dit quelque chose qui devrait, honnêtement, faire la une des journaux du monde entier. La couche de transition entre l'héliosphère et le milieu interstellaire est beaucoup plus fine que prévu. Les modèles prédisaient une zone de transition graduelle, douce, étendue sur des millions de kilomètres. Voyager 2 a traversé cette frontière en l'espace de quelques jours. Quelques jours pour passer de l'intérieur de l'héliosphère à l'extérieur, dans le milieu interstellaire. Ça signifie que la frontière de notre bulle solaire est presque tranchante, comme une membrane, comme une paroi, pas progressive, pas floue, abrupte. Et aucun modèle ne prédisait ça. Aucun. Voilà où les choses basculent vraiment dans quelque chose d'inconfortable. Parce qu'on n'est plus dans une marge d'erreur. On n'est plus dans un ajustement de paramètres. On parle de la forme physique fondamentale de notre héliosphère, qui ne correspond pas à ce que des décennies de physique des plasmas et de magnéto-hydrodynamique nous avaient appris à calculer. Et si la forme de notre propre bulle solaire est mal comprise, qu'est-ce qu'on comprend vraiment? Je veux qu'on reste 1 minute avec cette question, parce qu'elle est tête et vertigineuse. On a cartographié des galaxies à des milliards d'années-lumière. On a détecté des ondes gravitationnelles générées par la fusion de 2 trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière. On a photographié l'ombre d'un trou noir à 55 millions d'années-lumière avec le télescope Event Horizon. Et on n'arrive pas à prédire correctement la frontière de notre propre maison solaire. Il y a quelque chose de profondément troublant là-dedans. Quelque chose qui devrait nous rendre plus humbles, plus curieux, plus attentifs. Mais le vrai signal, celui dont il est question ici, arrive en 2020. Et quand je dis signal, c'est peut-être un abus de langage. Ce n'est pas une transmission délibérée. C'est une mesure, une détection,
une empreinte électromagnétique dans les données brutes que Voyager envoie à travers 22 milliards de kilomètres de vide. Mais cette empreinte persiste. En 2020, une équipe du Massachusetts Institute of Technology, dirigée par Stella Koch-Hawker, une chercheuse alors presque en début de carrière, publie une analyse fascinante des données plasma de Voyager 1. Et ce qu'elle trouve, c'est ça. Le plasma interstellaire oscille en permanence. Pas de manière chaotique, pas de manière aléatoire, de manière régulière. Un bourdonnement continu, une vibration de fond, presque imperceptible mais constante, stable. Comme si l'espace interstellaire avait sa propre tonalité, sa propre fréquence de base. Ce phénomène a été surnommé par certains chercheurs le hum interstellaire, le bourdonnement de l'espace entre les étoiles. Et ce bourdonnement est inexpliqué. Tu te dis peut-être, les plasmas oscillent naturellement, les fluides vibrent, qu'est-ce qu'il y a de si bizarre là-dedans? C'est une bonne question. Et la réponse, c'est la source. Ce bourdonnement ne correspond à aucun phénomène solaire connu. Il n'est pas causé par le Soleil. Les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, les vents solaires, tout ça crée des oscillations plasma, oui. Mais ce sont des événements ponctuels, discontinus, liés à l'activité stellaire. Ce que Voyager 1 capte, c'est quelque chose de différent. Un fond permanent, quasi constant, qui vient de partout, du milieu interstellaire lui-même. Comme si l'espace entre les étoiles n'était pas un vide inerte. Comme si ce vide respirait. Je sais que ça peut sembler métaphorique, poétique, mais je parle en termes physiques concrets. Des oscillations mesurables, des fréquences quantifiables. Pas une métaphore, un phénomène réel. Et on ne sait pas d'où il vient. Il faut maintenant parler d'une théorie. Ou plutôt d'une classe de théories, parce que face à ces anomalies, les physiciens ont proposé plusieurs explications. Et chacune d'elles, si elle était confirmée, bouleverserait une partie de ce qu'on croit savoir. Première hypothèse. Le milieu interstellaire est beaucoup plus structuré qu'on ne le pensait. Pas uniforme, pas homogène, traversé de filaments, de couches, de régions à densité variable qui génèrent ces oscillations par simple turbulence. Un peu comme les courants dans un océan qui produisent des ondes de surface, même sans vent. Cette explication est la plus rassurante. Elle ne remet pas en cause la physique fondamentale. Elle dit simplement « Notre image du milieu interstellaire était trop simple, c'est plus complexe, on apprend. Mais il y a un problème. Si le milieu interstellaire est aussi structuré et turbulent que cette hypothèse le suggère, pourquoi le bourdonnement est-il aussi stable, aussi constant? La turbulence, par définition, crée de la variabilité. Or, ce signal estimé est d'une régularité déconcertante. Deuxième hypothèse, plus audacieuse. Un phénomène lié à l'interaction entre les rayons cosmiques galactiques, ces particules à haute énergie qui voyagent à des fractions de la vitesse de la lumière et traversent tout, les étoiles, les nuages interstellaires, les structures magnétiques et le plasma interstellaire. En traversant ce plasma, il déposerait de l'énergie d'une manière très particulière, générant ces oscillations de fond. C'est une idée fascinante parce qu'elle relie deux phénomènes qu'on étudiait séparément. Mais là aussi, les calculs ne tombent pas justes. L'énergie nécessaire pour maintenir un bourdonnement aussi constant sur des années d'observation dépasse ce que les rayons cosmiques mesurés peuvent raisonnablement fournir. Il manque quelque chose dans l'équation, quelque chose qu'on n'a pas encore identifié. Et c'est là qu'entre la troisième hypothèse, celle dont on parle à voix basse dans les couloirs des départements de physique. Celle qu'on ne publie pas encore dans les grandes revues, mais dont on discute après les conférences autour d'un café, quand les enregistreurs sont éteints. La possibilité que le bourdonnement interstellaire soit une propriété intrinsèque du vide lui-même. Pas la conséquence d'un phénomène extérieur,
pas le sous-produit d'une interaction, une caractéristique fondamentale de l'espace-temps à très grande échelle. Une sorte d'énergie de fond permanente, universelle. Si c'est le cas, alors nos équations de physique des placements, nos modèles de l'espace interstellaire, nos théories sur la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide sont incomplètes, fondamentalement incomplètes. Je veux m'arrêter sur ce mot, incomplète. Dans le vocabulaire des physiciens, incomplète est peut-être le mot le plus redoutable qui soit. Pas faux, incomplète. Faux, ça veut dire qu'on recommence de zéro. Dur, mais clair. Incomplète, ça veut dire qu'on a construit quelque chose qui fonctionne parfaitement dans certaines conditions et qui s'effondre dans d'autres, et qu'on ne sait pas encore où se trouve la frontière entre les deux. C'est ça, le vrai problème avec voyager. Les données que cette sonde nous envoie sont cohérentes avec la physique qu'on connaît, jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point, elle la défie. Pas de manière spectaculaire, pas de manière à ce qu'on puisse pointer du doigt un instant précis et dire « voilà, ça casse ». Non. Progressivement, subtilement, obstinément. Comme une fissure dans un mur, invisible au début. Et puis, si on regarde bien, elle est là. Et elle grandit. En 2021, une autre publication vient ajouter une couche supplémentaire à ce mystère. 5 instruments différents embarqués sur Voyager 1, dont certains fonctionnent depuis 44 ans, ce qui est en soi extraordinaire pour du matériel électronique exposé aux radiations de l'espace interstellaire, ont enregistré une série d'événements électromagnétiques similaires. Des impulsions brèves, répétées, espacées de manière ni tout à fait régulière, ni tout à fait aléatoire. Quelque chose entre les deux. Et ce modèle d'impulsion ressemble, à une échelle cosmique, à quelque chose qu'on connaît bien en physique des fluides, la turbulence intermittente. Ce type de turbulence qu'on retrouve dans les fleuves juste avant qu'ils deviennent totalement chaotiques, cette zone où le mouvement est encore presque organisé, mais où des tourbillons imprévisibles commencent à apparaître. Le milieu interstellaire serait-il en train de bouillonner à une échelle que nos modèles n'ont jamais su anticiper? Peut-être. Mais alors, qu'est-ce qui chauffe ce bouillon? Il y a un aspect de cette histoire qu'on raconte presque jamais, l'aspect humain, l'aspect ingénierie. Voyager émet aujourd'hui avec une puissance de 22 watts. 22 watts, moins que la plupart des ampoules dans ta maison. Et ce signal de 22 watts, produit depuis un engin à 23 milliards de kilomètres, voyage pendant 22 heures à la vitesse de la lumière avant d'arriver sur Terre. À ce stade, il est tellement faible que les antennes du Deep Space Network doivent utiliser des techniques de traitement du signal extraordinairement sophistiquées pour le distinguer du bruit de fond cosmique. Et malgré ça, malgré 47 ans dans l'espace, malgré les radiations, les températures extrêmes, l'absence totale de maintenance, Voyager 1 continue de transmettre. Grâce à 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, alimentés par la désintégration naturelle du plutonium-238, une énergie qui diminue d'environ 4 watts par an. Les estimations actuelles donnent à Voyager une capacité de transmission jusqu'aux alentours de 2025 à 2027. Au-delà, l'énergie sera insuffisante pour faire fonctionner les instruments scientifiques. La fenêtre pendant laquelle cette sonde peut encore nous apprendre quelque chose est en train de se fermer. Et on n'a toujours pas de réponse. C'est là qu'il faut parler de ce qu'on appelle l'anomalie Voyager. Pas le bourdonnement interstellaire, ni les mesures de l'héliopause. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose qu'on a cru avoir résolu à la fin des années 90. Les ingénieurs du JPL avaient remarqué quelque chose d'étrange. Les 2 sondes Voyager, ainsi que les sondes Pioneer 10 et 11, décéléraient légèrement plus vite que prévu. Pas beaucoup. Une force parasite de l'ordre de 8,74 fois 10 à la puissance moins 10 mètres par seconde au carré. Un chiffre ridiculement petit, mais inexpliqué.
Cette anomalie a torturé les physiciens pendant plus de 30 ans. Certains ont proposé la matière noire, d'autres une modification de la gravitation à grande distance. Certains ont même évoqué une physique totalement nouvelle. Et puis, en 2012, une équipe a publié une analyse exhaustive démontrant que la cause était thermique. La chaleur rayonnée de manière asymétrique par les instruments eux-mêmes créait une microscopique pression de recul. Problème résolu. Tout le monde a soufflé. Peut-être trop vite. Parce que voilà ce qu'on n'a pas dit clairement à l'époque. Oui, l'anomalie Pioneer a été expliquée. Mais les données actuelles de Voyager, le bourdonnement plasma, la frontière abrupte de l'héliopause, les impulsions électromagnétiques intermittentes, ne sont pas couvertes par cette explication thermique. Ce sont des phénomènes différents, mesurés par des instruments différents dans un contexte complètement différent. Et le fait d'avoir résolu l'anomalie qui Pioneer a peut-être créé un soulagement prématuré. Un sentiment que toutes les grandes anomalies Voyager seraient finalement explicables par des effets techniques mineurs. Sauf que non. Le bourdonnement interstellaire ne s'explique pas par de la chaleur rayonnée. Les impulsions électromagnétiques non plus. La frontière abrupte de l'héliopause non plus. Je veux te parler d'un autre chercheur. James Cordes, astrophysicien à Cornell University, l'un des experts mondiaux de la physique du milieu interstellaire. En 2021, il a fait une déclaration qui m'a frappé. Il a dit, je paraphrase, que les données de Voyager montrent que le milieu interstellaire possède une structure à petite échelle que nos théories n'avaient pas du tout anticipée et qu'on ne sait pas encore si c'est une curiosité locale ou quelque chose d'universel. Une curiosité locale ou quelque chose d'universel. Pense à ce que ça signifie. Si c'est local, alors la région que traverse Voyager est simplement atypique. Un nuage interstellaire particulier, peut-être. Rien de fondamentalement nouveau à apprendre sur la physique. Mais si c'est universel, si ce bourdonnement, ces oscillations, cette structure à petite échelle existe partout dans le milieu interstellaire de notre galaxie, alors chaque modèle qu'on a construit pour comprendre la propagation des ondes radio, la formation des étoiles, la dispersion des rayons cosmiques, la structure de la Voie lactée elle-même est à revoir. Tout. Voilà le moment où j'aurais envie de te donner une réponse propre. Une explication finale qui ferme le dossier et te laisse avec un sentiment satisfaisant de compréhension. Mais je ne peux pas. Ce serait te mentir que d'essayer. La réalité, c'est que personne ne sait. Ni la NASA, ni le JPL, ni les équipes de Cornell, du MIT ou de l'Iowa. On a les données, on a les mesures, on a les fréquences. Ce qu'on n'a pas, c'est le cadre théorique pour les interpréter. Et c'est là que ça devient véritablement vertigineux. Imagine un physicien du 19e siècle observant la précession de l'orbite de Mercure. Quelques secondes d'arc par siècle d'écart avec les prédictions de Newton. Un détail minuscule, une curiosité qu'on note dans un coin et qu'on met de côté parce que la mécanique newtonienne explique tout le reste si bien. Et puis Einstein arrive. Et il montre que ce tout petit détail n'était pas une curiosité. C'était un indice. Le symptôme d'une physique fondamentalement plus profonde que Newton n'avait pas pu atteindre. La relativité générale, toute une révolution cachée dans la précession de l'orbite de Mercure. Alors, qu'est-ce que le bourdonnement interstellaire de Voyager cache? Certains physiciens commencent, prudemment, très prudemment, à suggérer que ces anomalies pourraient être liées à une propriété du vide quantique que nos modèles cosmologiques n'intègrent pas correctement. Le vide quantique, c'est l'une des idées les plus dérangeantes de la physique moderne. En mécanique quantique, le vide n'est pas vide. Il est traversé en permanence par des fluctuations d'énergie, des particules qui apparaissent et disparaissent en un temps infiniment court. Une énergie dite de point zéro. Cette énergie est immesurable. Elle a des effets réels. L'effet Casimir, par exemple.
Deux plaques conductrices placées extrêmement proches l'une de l'autre s'attirent légèrement à cause de la différence de pression des fluctuations quantiques de part et d'autre. Mais voilà le problème. Nos calculs de la densité d'énergie du vide quantique donnent un résultat 120 ordres de grandeur supérieur à ce qu'on observe réellement dans l'univers. 120 ordres de grandeur. C'est le plus grand désaccord entre théorie et observation de toute l'histoire de la physique. Et si ce bourdonnement interstellaire que Voyager mesure était, d'une manière qu'on ne comprend pas encore, une manifestation de cette énergie du vide à l'échelle cosmologique? Si Voyager était en train de mesurer quelque chose qui connecte la mécanique quantique à la cosmologie à grande échelle, deux domaines que la physique moderne n'arrive toujours pas à réconcilier? Je dis si. Je formule une hypothèse, pas une certitude. Mais c'est le genre d'hypothèse qui mérite d'être formulée. Il y a une autre chose que je veux te dire, quelque chose qui n'est pas dans les publications ni dans les communiqués de presse. En 2022, des ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory ont reçu des données de Voyager 1 qui ne correspondaient à rien. Pas un signal inconnu venu de l'espace, pas une mystérieuse transmission extraterrestre. Des données de télémétrie de la sonde elle-même. Le système informatique de Voyager 1, un ordinateur dont le processeur a été conçu dans les années 70 et dont la mémoire totale est inférieure à 70 kilooctets, avait commencé à envoyer des données depuis un registre de mémoire qui n'était plus censé être utilisé. Un registre corrompu. Pendant 5 mois, de décembre 2020 et 1 à mai 2022, Voyager 1 a envoyé des données ininterprétables. Et les ingénieurs, à 22 milliards de kilomètres de distance, avec une latence de 22 jours et demi dans chaque sens, ont dû comprendre ce qui se passait dans les circuits d'un ordinateur vieux de 45 ans. Ils y sont arrivés. Ils ont identifié la portion corrompue de la mémoire, réorganisé le code pour contourner le registre défaillant. Et en mai 2022, les données intelligibles ont repris. Mais voilà ce qui m'a fasciné dans cet épisode. Pendant 5 mois, la sonde envoyait des données qu'on prenait pour aléatoires. Il a fallu comprendre le problème logiciel pour interpréter correctement ces données. Et si une partie des anomalies que Voyager détecte n'étaient pas des défauts instrumentaux non identifiés, mais de vrais phénomènes physiques mal interprétés, parce qu'on n'a pas encore le registre conceptuel pour les lire, l'espace interstellaire est vaste, démesurément vaste. Voyager 1 se trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle le nuage d'Oort, la sphère de comète à la périphérie de notre système solaire. Sauf qu'il faudra encore 300 ans à la sonde pour en atteindre la bordure intérieure et 40 000 ans pour la traverser entièrement. 40 000 ans. Et les étoiles les plus proches de notre Soleil, Alpha du Centaure, à 4,2 années-lumière, Voyager les atteindrait dans 73 000 ans à sa vitesse actuelle d'environ 17 km par seconde. Je dis ça pour qu'on réalise que Voyager, malgré tout ce qu'il a accompli, n'a fait qu'effleurer le seuil de notre maison cosmique, juste la porte d'entrée. Et déjà, la physique ne se comporte pas comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Je veux terminer par une perspective. Pas une réponse. Je n'en ai pas. Personne n'en a. Depuis des millénaires, l'humanité cherche à comprendre l'univers en construisant des modèles, des représentations simplifiées de la réalité. Et chaque fois qu'une observation a contredit un modèle, deux choses ont pu se passer. Soit on a modifié le modèle pour l'adapter, soit le modèle s'est effondré et un nouveau a émergé. Ptolémée à Copernic, Newton à Einstein. La physique classique à la mécanique quantique. Chaque révolution a commencé par une anomalie. Un petit détail qui ne rentrait pas dans les cases, qui gênait, qui dérangeait, et que les gens sérieux mettaient de côté en disant « C'est une curiosité, ce n'est pas important, on trouvera une explication technique. » Et puis, un jour, cette curiosité était devenue incontournable. Et tout avait changé. Le bourdonnement interstellaire de Voyager est peut-être une curiosité locale.
Peut-être une propriété inconnue du plasma. Peut-être un artefact instrumental qu'on n'a pas encore identifié. Ou peut-être que c'est la prochaine fissure. La fissure dans le mur de notre compréhension de l'univers, invisible encore pour la plupart des gens, présente depuis des années dans les données, obstinément là et grandissante. Il y a quelque chose de profondément troublant et de profondément beau dans ce que Voyager représente. On a lancé 2 petits objets de métal dans l'infini avec des instruments développés dans les années 70, sans aucune possibilité de les réparer, sans savoir ce qu'ils trouveraient. Et ces 2 petits objets, 47 ans plus tard, nous disent, poliment mais fermement, que notre compréhension de l'univers a des trous. Pas des erreurs, des trous, des espaces vides dans notre connaissance. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus profonde de Voyager. Pas les photos de Jupiter, pas le disque d'or, pas l'exploit technique. C'est ça, que l'univers est plus grand, plus complexe, plus mystérieux que tout ce qu'on a pu imaginer. Et que cette sonde de 900 kg, alimentée par la désintégration d'un métal radioactif en train de mourir lentement, à 23 milliards de kilomètres de nous, continue de nous souffler des vérités à l'oreille. Des vérités qu'on ne sait pas encore lire. La question n'est pas de savoir ce que Voyager a capté. La question est de ça et de savoir si on sera prêt à entendre la réponse quand elle viendra. Il existe une question que les ingénieurs de la NASA peinent encore à formuler correctement. Non pas